Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Inside Finance and Entrepreneurship, votre instant dédié à la découverte de nouveaux profils, à l'entrepreneuriat et à la finance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir avec nous un leader reconnu, un entrepreneur visionnaire, Christian Kane, fondateur de Madeline Casalis, la première marque pionnière de cosmétiques biologiques. Il est également un fervent défenseur du développement économique et durable. Durant cet entretien, nous aurons la chance de retracer son parcours exceptionnel, de connaître ses défis et de aussi retracer la vision qu'il veut donner à ce secteur au Cameroun. Il est avec nous et c'est notre invité. Bonjour Christian. Bonjour. Alors comment allez-vous? Ça va bien, vous? Alors, commençons par ce que la plupart de nos auditeurs ou bien ceux qui nous regardent veulent savoir. Qui est Christian Kane? Eh bien, Christian Kane, c'est un jeune entrepreneur. On va dire qu'à 40 ans, je me considère encore jeune, mais je pense que c'est dans la tête. Jeune entrepreneur camerounais qui a grandi au Cameroun, qui a eu la chance d'aller faire ses études à l'étranger et qui un jour a décidé de rentrer au Cameroun pour monter sa propre entreprise. Et Madeline Casalis qui opère dans les cosmétiques naturels. Voilà, l'entreprise s'est développée depuis. J'ai également d'autres activités. Bref, entrepreneur dans l'âme. Voilà. Il faut revenir à votre formation. C'est vrai qu'après l'école, la première option qu'on choisit, c'est pas toujours être entrepreneur. Pourquoi êtes-vous quitté de cette formation-là? Pourquoi pas quitter du salariat pour l'entrepreneuriat? C'est vrai que à la base, moi, je suis quelqu'un qui s'intéressait vraiment au monde de la finance. Donc, moi, j'ai une formation, je suis ingénieur financier de formation. Donc, je suis ingénieur financier de formation. J'ai travaillé dans le monde des fusions-acquisitions et du capital investissement quand j'étais en Europe. J'ai toujours été très intéressé par le développement des entreprises, par toutes les interactions que les entreprises pouvaient avoir, les transformations d'une entreprise, les fusions, les acquisitions. Voilà, c'est un monde qui m'a toujours passionné. Maintenant, ça m'a piqué le fait de moi-même pouvoir développer ma propre entreprise, mais également apporter ma pierre à l'édifice en Afrique. Raison pour laquelle en 2012, j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour monter mon entreprise, ma première entreprise. Et quand on entend ingénieur financier et cosmétique naturel, quel est le lien? D'où ça sort? Disons que ayant été un manager, ayant fait de la gestion, ayant fait du management et travaillé justement en ce qu'on appelle les métiers du corporate finance, il faut savoir que ce sont les mêmes démarches sur le plan intellectuel. Lorsqu'on veut analyser une entreprise, lorsqu'on a envie de travailler sur un dossier, on fait beaucoup d'analyse financière, d'analyse stratégique, analyse sectorielle, et avant de passer à de la modélisation financière. Mais en réalité, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents secteurs d'activité, que ce soit pour des fonds d'investissement, que ce soit dans le cadre de levée de fonds pour des entrepreneurs, pour des startups, dans des secteurs aussi diversifiés que le luxe, les consommateurs, les biens de consommation courants, la distribution, les BTP, l'énergie, etc. Et en réalité, c'est toujours la même démarche lorsqu'on veut lancer une activité. Donc, lorsque je suis rentré, en fait, je suis d'abord rentré en tant qu'homme d'affaires. Donc, un homme d'affaires, il étudie les opportunités d'affaires en fonction de l'évolution du marché, en fonction, il analyse les taux de croissance, il analyse son secteur. Donc, en réalité, j'aurais pu faire des cosmétiques comme j'aurais pu me lancer dans un autre secteur. Mais c'est pas pour vous donner une pichenette, mais si vous avez voulu investir dans ce secteur-là, ça veut dire qu'il y a une niche? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un secteur en plein développement. Et c'est un secteur très dynamique, surtout en Afrique, parce que en Afrique, il faut savoir que déjà, la femme africaine consomme 5 à 7 fois plus de produits cosmétiques que la femme autant caucasienne.
notamment pour les produits de peau et les produits pour cheveux. Donc, il y a également un taux de croissance annuel de 10% par an, une économie, une classe moyenne très développée en Afrique. Nous serons 2 milliards en 2050 et une économie jeune, donc qui va être amenée à consommer de plus en plus. Donc, c'est un secteur avec tous les voyants au vert pour pouvoir y investir. L'autre chose, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'acteurs spécialisés sur la niche que nous avons choisie, c'est-à-dire cosmétiques naturels. La plupart des produits que nous voyons sur le marché, ce sont des produits, soit ce sont des produits décapants, c'est-à-dire qui font la promotion de la dépigmentation de la peau, soit ce sont des produits importés pour la plupart. Et maintenant, dans la petite artisanat, bon, il y a des gens qui font des petits produits, mais très peu sont structurés. Nous n'avons pas nos Yves Rocher, nous n'avons pas nos Body Shop, nous n'en avons pas, on va dire énormément. Des pays comme l'Afrique du Sud, bon, sont un peu plus développés de ce côté, mais c'était une opportunité de créer ce marque parce qu'il y a un besoin et parce qu'il y a une clientèle qui a envie de ce type de produit. Et quels sont les différents défis auxquels vous avez fait face lorsque vous créez Madly? De nombreux défis et déjà défis en tant qu'entrepreneur parce que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Bangladesh ou au Pérou, être entrepreneur déjà, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, mais les principaux défis, le premier défi, c'était de pouvoir convaincre mes frères et sœurs que les produits locaux pouvaient être des produits de bonne qualité. Parce qu'il y avait souvent cette défiance par rapport aux produits locaux. Les gens ont tendance naturellement à se dire que les produits de bonne qualité sont seulement des produits qui sont importés. Et c'était un challenge pour nous de montrer que non, on pouvait faire des produits de très bonne qualité sur le plan local. Donc, c'était un gros travail d'éducation. Donc, si c'était juste venir et vendre des produits, non, ce n'était pas aussi simple. Il fallait convaincre les personnes que non, c'était des produits de qualité. L'autre chose, c'est des problèmes liés au recrutement. Trouver des personnes adéquates, des personnes avec trouver les bonnes ressources pour pouvoir travailler et avancer. Ce n'est pas toujours facile. Et trouver également des personnes honnêtes. On a également eu des soucis sur le plan administratif parce que ce n'était pas très facile, mais progressivement, lorsqu'on est sur le marché, on apprend sur le terrain et on devient meilleur tout simplement. Alors aujourd'hui, avec plus de 100 références et 300 distributeurs sur 3 continents, quelle stratégie avez-vous adoptée pour élargir votre présence en dehors du Cameroun? Disons que quand la plupart des gens démarrent ce type d'activité, le réflexe effectivement, c'est de vendre au plus grand nombre. Mais je pense qu'il faut d'abord démarrer petit, c'est-à-dire commencer à vendre, proposer ses produits à son entourage et voir si son entourage peut être intéressé par ses produits et avoir des retours. Il faut pas forcer les gens à acheter vos produits ou voilà. Il faut que les gens puissent naturellement aussi apprécier vos produits ou vous faire des retours. Ce n'est qu'à partir de là que progressivement vous pouvez maintenant vendre à votre voisin, vendre dans votre quartier et après voir dans votre ville. Dès que vous avez vendu à Yaoundé, maintenant vous voyez si vous pouvez vendre à Douala, si vous pouvez vendre à Bafoussam, si vous pouvez vendre... Voilà, avant de se poser la question, est-ce que je peux vendre mes produits à l'extérieur du Cameroun? C'est vrai qu'on a commencé essentiellement par de la vente directe. C'est-à-dire que voilà, on produisait et on vendait directement aux consommateurs. Progressivement, on a dû améliorer le produit pour pouvoir après les proposer d'abord à des pharmacies, à des instituts de beauté et après à des grandes surfaces. Maintenant, nous sommes sur une stratégie où nous faisons aussi on fait aussi beaucoup de sous-traitance cosmétique, c'est-à-dire que nous avons maintenant l'infrastructure pour pouvoir fabriquer des produits pour d'autres acteurs et c'est très stratégique pour nous
de pouvoir accéder à ces canaux ou même à l'étranger à travers d'autres marques qui ne sont pas forcément les miennes. On va dire des marques blanches, c'est-à-dire que nous fabriquons en marque blanche des produits et les gens nous achètent, même pour des petits artisans, des produits. Voilà. Alors aujourd'hui, pour pouvoir comprendre Madeleine Casalis, comment est-ce que vous vendez? C'est-à-dire, s'il y a une jeune fille ou un jeune homme qui nous regarde et qui veut se procurer Madeleine Casalis, comment il fait? Premièrement, il peut aller en pharmacie. Okay. Déjà, nous avons notre site internet madelinecasalisgroup.com. Il y a quelques références et quelques points de vente qui sont cités. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, donc à tout moment, n'importe quel acheteur ou toute personne qui a envie de coopérer avec nous peut nous joindre et on peut travailler ensemble. Donc, en fait, nous sommes présents sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, avant même la plupart des gros acteurs sur le marché. Donc, c'est très simple, c'est très facile de nous joindre. Pour ceux qui sont, on va dire, un peu paresseux, quel est le prix d'une gamme de chez Madeleine Casalis? Une gamme environ est entre 20 000 francs et 25 000 francs. Très accessible alors? Oui, c'est très accessible. Disons que nos laits de toilette sont au prix de 5 000 francs CFA. Nos lotions sont à 3 000 francs CFA. Nos gommages, nos masques, c'est 5 000 francs CFA. Savon autour de 3 000 francs CFA. Donc, ce sont des produits accessibles et ce sont des produits simples pour la peau. Ok. Et quels sont les défis financiers auxquels vous avez fait face? Vous avez parlé des défis, oui, les défis financiers, vu que vous êtes du secteur. Les défis financiers, forcément, lorsqu'une entreprise veut grandir, elle a besoin de capitaux pour pouvoir se développer. Il faut pouvoir rivaliser justement on va dire d'intelligence pour pouvoir trouver différentes solutions adéquates. On commence d'abord par le love money, c'est-à-dire on commence par moi personnellement, c'était d'abord des économies, environ 3 000 $, on va dire, 1 million, à l'époque 1 500 000 francs. Mais ces 1 500 000 francs, moi, je les ai consacrés pour la moitié au dépôt de ma marque, essentiellement, c'est-à-dire à l'INPI, parce que j'étais encore en France, à l'OAPI, le dépôt des noms de domaine, etc., etc. Donc, en gros, c'était avec 700 000 francs à peu près. Bon, maintenant, si vous avez des gens qui vous aiment bien dans votre famille, si vous avez un oncle riche, c'est très bien. Moi, je n'ai pas d'autre. Il faut chercher vos oncles riches déjà. J'espère être l'oncle riche de quelqu'un bientôt. Mais ça commence par là, c'est-à-dire un peu de famille. Si quelqu'un peut vous prêter 200 000 francs, 100 000 francs, 500 000 francs, etc., il faut d'abord commencer par là parce que c'est pas tout de suite que des investisseurs vont mettre de l'argent dans votre projet. C'est pas tout de suite qu'une banque va vous accompagner. Donc, il faut d'abord pouvoir faire ses preuves. Et une fois qu'on a fait ses preuves, qu'on arrive à avoir quand même un track record et montrer qu'on a pu se développer seul, sans l'aide de personne, entre guillemets, à ce moment-là, les gens peuvent commencer à vous faire confiance. Ça a été le cas pour nous. Et nous avons commencé à avoir des investisseurs. Nous avons commencé j'ai eu à remporter des prix. Il y a un certain nombre de choses qui se sont mis en place. Et progressivement, il y a des capitaux qui sont arrivés. Mais il ne suffit pas de lever des capitaux. Il suffit également de bien les gérer. Parce que il est très important de savoir gérer sa croissance. Parce que certaines entreprises ne meurent pas parce qu'elles ont un mauvais produit ou un mauvais service. Certaines entreprises meurent parce qu'elles n'arrivent pas à gérer sa croissance et son fonds de roulement. C'est-à-dire que l'entreprise se développe, on cherche on veut les produits de l'entreprise en masse, mais vous n'arrivez pas à financer même la production de ces produits. Et au final, vous perdez en crédibilité et on se détourne de vous. Et on vous laisse alors que vous aviez un très bon produit ou un bon service. Voilà. Alors, il faut qu'on revienne sur l'accès au financement parce que c'est quelque chose, bien c'est une facette que plusieurs entrepreneurs redoutent, l'accès au financement. Comment avez-vous fait pour pouvoir arriver à ce niveau-là? C'est vrai que you kept your track record, but how did you maintain it?
Comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est-à-dire, on part d'abord sur économie, après, moi, j'ai pas eu de love money, on va dire. J'ai utilisé un système de prêt, de petits prêts auprès d'amis, voilà, avec des contrats, pas des amis riches qui me donnent de l'argent et me disent, bon, va t'amuser, non, voilà. Ce genre d'astuces, par exemple, que j'ai eu à utiliser, j'ai eu des investisseurs qui sont également entrés au capital. Donc, l'entreprise a muté. Moi, j'ai commencé en tant qu'établissement. Et bon, nous sommes une SARL aujourd'hui. Et bon, mes autres entreprises également. Okay. Et c'est comme ça que progressivement, voilà, il y a de l'autofinancement aussi, c'est-à-dire réinvestir ses bénéfices, réinvestir, parce que ça a pris du temps. Il faut savoir que l'entreprise, je l'ai créée en 2012. Nous sommes aujourd'hui en 2024, donc Rome ne s'est pas fait en une nuit. Donc, en fait, c'est ça. C'est aller petit à petit. Souvent, les gens n'y croient pas et se disent, on voit, on voit la finalité. On ne regarde pas le parcours. On ne se dit pas qu'il y a eu des privations, il y a eu des dépenses somptuaires qu'on n'a pas fait, des choix qu'on a décidé de ne pas faire. Par exemple, de ne pas prendre des locaux chers à Bastos ou à Bonapriso, pour ceux qui vivent au Cameroun. Voilà, ou bien il y a certaines choses, j'ai jamais fait on a organisé des événements, mais moi j'ai jamais organisé de lancement d'une quoi marque, que ce soit. gamme. Voilà, j'ai jamais organisé de lancement. Voilà. Maintenant, certains vont trouver que bon, c'est beaucoup plus important que de développer le produit, etc. Mais c'est toujours de l'argent. Et cet argent qui n'est pas dépensé, par exemple, sur ça, on le dépense ailleurs. Voilà. Bon, je ne crois pas que cette question a été répondue telle que je voulais. Je disais, aujourd'hui, vous avez plus de 12 ans dans le domaine de la cosmétique biologique. Et il y a d'autres entrepreneurs qui sont peut-être à 1 an, 2 ans, qui cherchent des financements. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes passé par ce canal-là et comment est-ce que vous avez réussi à avoir ce financement? Déjà, chercher des financements au bout de 2 ans, c'est trop tôt. Déjà. Moi, je le répète, je vais encore le répéter, c'est-à-dire, c'est d'abord se battre avec les moyens du bord. Se forcer à se battre avec les moyens du bord. C'est-à-dire que beaucoup ne veulent pas passer par là, en fait. Beaucoup veulent sauter ça, dire non, je veux les financements, comme ça, j'aurai directement ce que je veux. Non, justement. Et je pense que c'est l'un des secrets. Maintenant, effectivement, si vous appartenez à une famille très riche, qui a beaucoup d'argent, qui peut vous donner l'argent, prenez l'argent. Mais je doute que ce soit le cas de beaucoup de personnes. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, essayez d'avoir un minimum viable product, un produit que vous pouvez mettre sur le marché, que les gens peuvent apprécier, que les gens peuvent acheter, que les gens peuvent racheter encore. Vous le faites et après vous multipliez le nombre de produits que vous vendez. Plus vous le faites, derrière, puisque vous le vendez, vous avez un bénéfice derrière. Et c'est une source de financement, ce qui s'appelle l'autofinancement, tout simplement. De l'autofinancement. Donc, si vous avez bien évalué votre coût de revient, à combien vous fabriquez votre produit, et la marge que vous avez faite derrière, si votre produit est bon, vous le vendez et vous en retirez un bénéfice. Mais maintenant, si tout votre bénéfice sert à aller faire la fête, ou à se dire, je suis jamais allé en bain, un jour, il faut que j'aille aussi voir là-bas, mais ça n'apporte rien à votre entreprise. Vous allez toujours demander des financements. Vous allez demander, je veux des financements, mais vous-même, vous ne gérez déjà pas bien l'existant. Et c'est cette patience, en fait. Le problème, c'est que certaines personnes vont se dire, oui, j'ai besoin de 100 millions, oui, mais est-ce que tu as besoin de 100 millions maintenant? Non, je ne pense pas. Peut-être que tu as besoin d'1 million maintenant. Mais ce 1 million maintenant, est-ce que en vendant 50, 100, 200 produits, tu ne peux pas déjà avoir ce 1 million? Et une fois que tu as passé la barre de ce 1 million,
Plus tard, peut-être ton besoin, ce sera 5 millions, etc., etc. Jusqu'au jour où tu auras vraiment un besoin de 20 millions, après un besoin de 100 millions, après un besoin d'1 milliard, etc. Mais justement, ce travail, les gens ne veulent pas le faire, en fait. Et se disent, comme par enchantement, quelqu'un va m'apporter des financements parce que moi, j'ai inventé la roue. Personne n'a inventé la roue. Personne, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de révolutionnaire. J'ai pas inventé le savon. Le savon existe depuis très longtemps. Ouais. Voilà, donc voilà pourquoi juste quelqu'un va prendre mon savon par rapport à quelqu'un d'autre. Comment j'arrive à vendre mon savon. Donc je pense que c'est ça le premier travail. Et c'est pour ça que je dis que le financement dans la vie de l'entrepreneur, dans tout le cadre, c'est un faux problème au début. Oui, on en a besoin. On a besoin de carburant. Mais les gens font trop de focus sur le financement. Parce que justement, lorsque la plupart des financements que moi j'ai pu avoir, c'est grâce après la notoriété du produit de la marque. C'est parce que on a bossé sur la marque, on a bossé, on a été très présent sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait avec le temps et des gens qui souhaitaient financer ou qui souhaitaient nous accompagner ou qui connaissaient des gens qui pouvaient accompagner nous ont contactés spontanément. Voilà, c'est-à-dire que il faut que les jeunes apprennent à attirer l'argent, pas à chercher et à courir après l'argent. Vous dites que l'accès, je sais pas, demander du financement trop tôt, c'est un faux problème. Où est-ce qu'on doit se concentrer alors? Se concentrer sur le développement de son produit ou de son service. Avoir un bon produit, un bon service. C'est bien de se dire, je veux me lancer dans tel secteur, je veux créer ma marque, mon label, ok, c'est très bien, mais il faut travailler sur cette marque, sur ce label, pour que il puisse toucher effectivement la cible. Et lorsque vous touchez votre cible, maintenant vous pouvez élargir votre cible et vous pourrez justement, comment dire, rendre votre entreprise plus séduisante. Parce que le problème, c'est que, bon, ok, l'entreprise a 2 ans, allez demander des financements. Moi-même, je suis business angel, je suis investisseur, donc la personne va venir, il y a plein de questions que je vais poser à la personne et je doute qu'à 2 ans de vie, on puisse répondre à toutes ces questions. Voilà. Et il y a plein de questions. Répondez vous-même aux questions qu'on est susceptible de vous poser. Et ça, en fait, il faut que vous montriez que vous maîtrisez votre business. Vous savez de quoi vous parlez parce que vous étiez sur le terrain, parce que vous avez fait des erreurs. Apprenez à faire ces erreurs. Parce que vous avez fait ces erreurs, parce que vous êtes cassé la gueule, parce que votre produit n'a pas été parfait, vous avez ajusté, il n'a pas encore été parfait, vous avez réajusté, etc., etc. De telle manière à ce que quand on va vous poser les questions, ça va être tellement naturel parce que vous étiez sur le terrain. Et quand on va voir la passion avec laquelle vous parlez de votre produit, et quand on va voir que sur le terrain, il y a des résultats, ok, ce ne sont pas encore des résultats exceptionnels, mais vous avez quand même montré que vous étiez capable de le vendre et que sans les moyens adéquats, vous avez fait, c'est à ce moment-là que quelqu'un pourra vous faire confiance et vous dire, ah, non, il se bat quand même, non, bon, tiens ça peut t'aider à ceci, ça peut t'aider à acquérir cette machine, ça peut t'aider à recruter, ça peut t'aider à acheter telle je sais pas, matière première qui n'est pas disponible localement. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Et ça commence d'abord par un petit financement, puis un plus gros, etc. Maintenant, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire que je parlais par exemple des concours d'entrepreneurs, essayer de regarder tout ce qui se fait comme concours. J'ai été finaliste par exemple Total Startup, du premier même, Total Startup, voilà, j'ai gagné, c'était Get in the Ring au Cameroun aussi. Voilà, il y a des choses comme ça. Et tous les autres entrepreneurs
qui sont tous, enfin, certains entrepreneurs que vous connaissez, qui sont tous des amis, ils ont passé tout ce parcours, que ce soit Olivier Madiba, que ce soit Arthur Zang, que ce soit Alain Teff, etc. Tous sont passés par là. Ce processus. Tous ont fait ces concours. Tous, à un moment, se sont battus sur le terrain. Tous, à un moment, ont réussi à lever de l'argent parce qu'ils ont attiré l'attention sur eux de par leur combativité et leur travail aussi. Et leur travail, tout simplement. C'est pas arrivé comme ça, en fait. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes entrepreneurs. C'est ça qu'ils comprennent, hein, et ils prennent des notes. Alors, en tant que leader du cosmétique naturel en Afrique, comment vous assurez-vous que vos produits répondent aux normes internationales tout en restant fidèles à des ingrédients biologiques et naturels? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de... Oui, disons que aujourd'hui, bon, il y a une agence, hein, la NOR, qui se charge seulement de normaliser les produits cosmétiques. Nous nous sommes déjà rapprochés de la NOR depuis il y a très longtemps même déjà. Voilà, mais la norme cosmétique, ce sont des normes qui sont assez récentes, on va dire, hein, qui ont moins de 10 ans, hein, les normes cosmétiques. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que chaque secteur ou chaque pays a ses normes, a ses règles. Il faut tout simplement les respecter. Maintenant, nous utilisons entre 90 et 99% d'ingrédients naturels. Nous avons quelques ingrédients nous avons quelques conservateurs que nous utilisons qui ne sont pas, qui n'ont aucun problème sur le plan de l'innocuité. C'est juste ça, suivre ces règles. Et maintenant, nous avons une politique où nous ne faisons pas des produits dépigmentants. Nous ne fabriquons pas des produits dépigmentants, ce qui a l'air facile. Quand je dis facile, c'est que beaucoup s'engouffrent dans la brèche parce qu'ils se disent nos sœurs veulent se décaper, ça se vend, etc. Oui, mais nous avons une vision long terme et une vision également éthique, justement, de la chose. Pouvez-vous nous parler de Madeline Lab? D'accord. Madeline Lab, c'est une branche de Madeline Cazalis qui a été créée en 2019. Nous faisons de la sous-traitance cosmétique. C'est-à-dire que nous fabriquons des cosmétiques naturels pour d'autres entreprises ou même pour des petits producteurs ou bien des gens de la diaspora qui souhaitent lancer leur propre marque cosmétique. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait également un besoin de ce côté. Et nous avons l'infrastructure pour pouvoir gérer l'infrastructure et l'expérience pour pouvoir gérer. Et j'ai trouvé que c'était aussi un business model très intéressant. Voilà, parce que même le fait de travailler avec des distributeurs, on a beaucoup de problèmes. Les entreprises, même les jeunes entreprises qui sont sur le terrain, qui font de l'artisanat, qui font de la petite industrie, des TPE, ont des problèmes de recouvrement, ont des problèmes pour pouvoir placer leurs produits dans des rayons et pouvoir après récupérer même le fruit de leur vente. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on démarre dans la petite transformation. Et nous pouvons apporter également une expertise et notre expérience, tout simplement, pour pouvoir développer ce segment qui se porte très très bien depuis le début, en fait. Voilà. Et comment est-ce que ça se passe pour pouvoir travailler avec Madeline Lab? Est-ce qu'il y a un processus? C'est très simple. MadelineCazalisGroup.com. Il y a des formulaires, vous pouvez nous écrire. Nous recevons, les personnes nous écrivent de partout, de beaucoup de pays, hein, de Madagascar, des États-Unis. On travaille des gens aux États-Unis, en Europe, bon, partout en Afrique francophone ou même en Afrique anglophone. Les gens nous écrivent pour voir s'ils peuvent travailler avec nous, parce que il y a vraiment un besoin. Il y a vraiment un besoin de produits made in Africa et made in Cameroun, voilà, en particulier. Voilà.
Alors, vous avez été reconnu par Forbes, par les 30 under 30 most promising entrepreneurs in Africa et récemment dans le Business Elite Africa 40 under 40 African Business Icons. Que signifie pour vous ces distinctions et comment influencent-elles votre travail et votre leadership? C'est toujours un plaisir parce que notre travail est reconnu et c'est une source de motivation. Et pas seulement une source de motivation pour moi, parce que je pense que c'est aussi une source de motivation pour les plus jeunes aussi, parce que je pense que beaucoup de jeunes aussi sont en manque de repères et en manque de modèles. Je pense que nous n'avons pas assez de modèles, on va dire, entrepreneuriaux en Afrique. Bon, il y a des entrepreneurs qui émergent, l'entrepreneuriat a toujours existé, mais avec les moyens que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux, je pense que c'est une bonne chose de mettre en lumière le travail des uns. Et si ce travail peut me motiver moi, motiver mes équipes, mais peut également motiver d'autres jeunes et qui peuvent et qui se retrouveront à ma place et feront même encore mieux, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, quelles ont été les principales leçons que vous avez tirées des 12 ans d'expérience de Madeleine Cazalis? Les principales leçons, c'est bon, déjà la persévérance. Faut persévérer. Hein. C'est comme dans tout, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous lever un matin et vous dire oh moi je veux faire ça. Dès à la moindre difficulté, vous lâchez et vous dites non, je suis pas fait pour ça, ou bien je mets mon truc en stand-by, ou bien je vais faire autre chose. Ou non. Vous devez, si vous avez décidé par exemple de quitter votre boulot, si vous avez décidé de vous lancer dans une activité, faites-le à corps et âme. Dédiez-vous à cette activité à corps et âme. Faut que vous transpiriez cette activité. Faut vivre ça. Faut le vivre vraiment. Faut qu'on le sente. Faut que chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, que cette personne soit transcendée par votre passion, par ce que vous faites. Et que vous en faites des disciples, en fait. Et quand vous en faites des disciples, ben c'est là que les choses se débloquent. C'est là que les financements arrivent. C'est là que des interviews arrivent. C'est là que... Ça, c'est clair. Ben oui, c'est là que des invitations, parce que moi, j'ai été invité, j'ai parcouru vraiment le monde en tant que speaker à gauche, à droite. C'est mon travail qui a fait ça. C'est la résonance, en fait. Donc, c'est ça que j'ai appris, en fait. C'est vraiment la persévérance. C'est la persévérance. Maintenant, pour le reste, je ne pense pas dire plus que ce que je dis souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est-à-dire que il y a une attitude à avoir, il y a un mindset à avoir pour pouvoir réussir, hein, tout simplement. Hein. Ne pas apprendre à bien s'entourer, apprendre à être patient, apprendre à... Surtout la patience, hein, voilà. parce que de nos jours... Voilà. Les mauvaises fréquentations, éviter comment dire, les activités inutiles, les choses qui vous perdent le temps. Optimisez votre temps. Optimisez votre temps. Le temps, il est précieux. Il est limité. Exactement. Alors, revenons sur Madeleine Cazalis, après tous ces beaux conseils, comment assurez-vous la rentabilité de votre entreprise tout en maintenant la qualité et l'intégrité de vos produits biologiques? La rentabilité, de toute façon, c'est se mettre dans la peau du manager, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise a pour mission de protéger son entreprise et de la faire grandir. Et pour cela, il a un certain nombre de ressources et c'est à lui de bien gérer ses ressources. C'est pour ça que je dis que si vous n'arrivez pas à gérer 1 million de francs CFA, même si on vous donne 10 milliards, vous n'allez pas réussir à gérer ça. C'est clair. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont démarré avec quasiment rien du tout et qui sont devenus extrêmement riches. Il y a des gens qui ont démarré avec d'énormes financements, mais qui n'en ont rien fait. Et il y a d'autres qui ont commencé avec beaucoup et ils ont fini avec beaucoup aussi, il faut mentionner cela.
Oui, oui, oui. Oui. Oui, mais bon, je pense qu'il faut aller dans le détail. Parce que faut aller dans les détails. Parce que, par exemple, une personne comme Aliko Dangote, bon, appartenait déjà à une famille riche. Bon, elle a commencé avec, avec un prêt d'un de ses oncles, je crois. Oncle riche. Oncle riche, oui, bien sûr. Mais il n'a pas démarré avec... on lui a pas passé $1 milliard. Autre exemple, Bernard Arnault fait partie d'une famille aisée. Il n'a pas commencé avec rien du tout. Mais bon, c'est quand même quelqu'un, il a fait l'école polytechnique, c'est quelqu'un de brillant. Et c'est l'un des hommes les plus riches de la planète aujourd'hui. Mais il n'a pas commencé à ce niveau. C'est juste pour dire que on peut toujours, mais même lorsqu'on fait le rapport, par rapport à ce qu'il a commencé, même s'il faisait partie d'une famille riche, je crois qu'ils ont multiplié les deux exemples que j'ai pris, leur fortune par 10 000, par 1000, par 100 000, par... Voilà, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est... on peut se consoler comme ça en disant non, eux, ils ont eu... Voilà. Je dis juste que chacun est à son niveau. Que chacun est à son niveau et montre aussi qu'il peut faire une croissance de 10 000% en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans. Faites-le aussi, mais à votre niveau. Voilà, c'est ça en fait. Oui, bien sûr, tout le monde ne démarre pas au même niveau. Hein. C'est vrai. Voilà, tout le monde ne démarre pas au même niveau. On peut toujours trouver un exemple. On peut toujours trouver l'exemple d'un Francis Ngannou qui a traversé le désert, qui est arrivé, qui est devenu champion du monde. Et voilà, on peut toujours trouver ce. Oui. Oui, mais combien sont morts? Voilà, derrière ça. Pas, oui. Exactement. Oui, c'est vrai. Alors, on continue parce qu'au début, au départ, vous avez mentionné que vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Vous êtes également écrivain. Dans votre livre 40 principes de l'entrepreneur en Afrique, vous partagez des conseils pour les entrepreneurs africains. Pourriez-vous évoquer quelques-uns de ces principes et expliquer comment ils s'appliquent dans le contexte actuel du développement des PME en Afrique ou au Cameroun? Oui, effectivement, j'ai sorti ce livre l'année dernière. Il est disponible sur Amazon. Voilà. Il y a beaucoup de conseils, justement. Et je voulais allier un peu mon parcours entrepreneurial avec, justement, ces principes. Je vais parler d'un principe PAF. Il est au début du livre. PAF veut dire... en anglais, c'est chemin. Donc, patience, adventurousness, task et humility. Donc, le travail, la patience, l'audace, le travail et l'humilité. C'est-à-dire que la patience, on vient de l'évoquer. L'audace, c'est pas en restant chez vous tout timide que vous allez... voilà, vous devez aller sur le terrain, vous devez vendre et défendre votre entreprise. Donc, vous devez avoir l'audace d'aller voir les gens, vous devez avoir l'audace de gêner, de déranger même. De secouer les tables. Voilà. Le travail, on a aussi parlé du travail. C'est-à-dire que c'est travailler, travailler tout simplement. Et l'humilité, c'est pourquoi l'humilité, c'est plus dans le sens où il faut apprendre des autres. D'autres ont fait avant vous, d'autres ont été riches avant vous, se sont cassés la gueule avant vous. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir, à écouter, à lire, à s'inspirer pour pouvoir arriver. L'erreur, c'est de venir avec les gros sabots et de se dire « Ouais, moi, je sais tout, moi, j'ai compris comment le monde fonctionne et je vais tout NIQUER. » Voilà, donc, je pense que ça, ce sont des conseils que je peux déjà donner. Et pour le reste, achetez le livre. C'est une technique marketing. Hein. Voilà. Alors, quelle est votre vision pour l'avenir de Madeleine Casalis et de Madeleine Lab dans les 5 à 10 prochaines années? Donc, Madeleine Casalis, aujourd'hui, c'est Madeleine Casalis Group parce que j'ai d'autres activités, voilà. Comme ici, on a parlé justement de Madeleine Lab, justement, dans la sous-traitance cosmétique, mais également, je fais
Depuis mon retour au Cameroun, j'ai des activités très importantes aussi de conseil et d'accompagnement. On vient d'installer par exemple la filiale d'une multinationale africaine ici au Cameroun. Okay. Donc beaucoup de conseils avec Gold Sky Partners Advisory. On fait également de l'accompagnement pour la mise en place d'unités de production, Okay. GAN Industries. On développe également la filière justement pour nos propres ingrédients, c'est-à-dire qu'on intègre la filière pour pouvoir avoir nos propres ingrédients. On utilise beaucoup notamment l'aloe vera, etc., que nous plantons, que voilà, de l'immobilier aussi, voilà, mais beaucoup de projets dans le tiroir, et mais également de la musique aussi. Ok. Voilà, de la musique. Je fais de la musique et beaucoup de choses pour Madeleine Casalis pour la suite. Disons qu'on va continuer à développer la partie sous-traitance. Nous avons d'autres produits qui sont en cours de... Nous travaillons toujours sur, sur des nouveaux produits. Et après, bon, le but maintenant, c'est on grandit une fois, après on grandit encore et après on grandit. On continue de grandir. Okay. Donc après, ça c'est la vie maintenant de l'entreprise. Hein. Voilà. C'est vrai que tout au long de cet entretien, vous avez passé le temps à nous couvrir le conseil pour les petites entreprises, les très petites entreprises, les grosses entreprises même. Mais un petit mot pour la fin, pour ceux qui nous regardent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a l'eau à la bouche, il attend quelque chose, peut-être une phrase phare, peut-être quelque chose qui n'est que de Christian Gane. Il y a tellement de choses. Suivez-moi sur TikTok. C'est clair? Voilà, sur TikTok, sur YouTube et sur tous les autres réseaux. Je pense qu'il y a pléthore de conseils. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Donc, je ne pense pas en dire plus que... Voilà, il y a déjà suffisamment de vidéos et de musique. Comme je vous ai dit que je faisais également de la musique. Donc, il y en a suffisamment. Voilà, suivez-moi, Christian Gane. Suivez Christian Gane, c'est important. Voilà, sur tous les réseaux. Voilà, vous aurez tout. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite plein de succès, plus de succès, parce qu'il y en a déjà, voilà, mais plus de succès, continuez à grandir et à continuer à grandir. Merci à vous. Alors, vous avez suivi le plus beau parcours, vraiment, de tout ce que j'ai écouté. Je sais pas, peut-être parce que je suis un petit peu fan de Christian Gane. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, je sais pas. J'espère que vous, il vous a inspiré à investir dans un secteur, à traverser toutes les étapes de l'entrepreneuriat et à grandir encore plus. Pour plus, tout à l'heure, un autre épisode d'Inside Finance Entrepreneurship. À tout de suite. Ah, le soleil, c'est venu nous bouillir.